Nous revenons avec vous, chers invités comme Valentin Mayaba et Eric Johnson, avant de parler du Niger et analyser cette sortie du président Bazoum qui dit le G5 Sahel a du plomb dans l'aile. Nous continuons notre périple au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Paul-Henri Damiba a annoncé l'ouverture d'un dialogue avec les groupes armés. C'est Eric Johnson qui était sur le point 2. Le point 2. Donc je disais, le second point, c'est l'organisation d'une élection au Burkina Faso. Ça veut dire qu'il faut organiser l'élection sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si ces groupes-là n'acceptaient pas les propositions du colonel Damiba? Ça veut dire qu'on n'organiserait pas d'élection et cette transition ne finirait pas. Voilà une situation à laquelle il faut que le colonel Damiba pose des balises pour que nous puissions comprendre réellement où il veut aller. Si on critiquait un régime de ne rien faire pour enrayer ces groupes djihadistes sur le territoire burkinabé et qu'aujourd'hui on va au dialogue avec ces groupes djihadistes, la question est de savoir quelles concessions on est prêt à faire pour que tout puisse mieux aller et qu'on organise véritablement les élections. Car la question que tu m'as posée, c'était de savoir s'il faut faire les élections avant d'aller. Non, on ne peut pas faire d'élections dans cette situation-là aujourd'hui. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, il faut forcément aller au-delà de ce dialogue-là pour convaincre ces groupes djihadistes-là qu'ils arrêtent leur manœuvre dans ce pays. Parce que au finish, ce n'est pas les gouvernants, les autorités qui perdent en réalité, mais c'est plutôt les populations. Parce que tout ce qui se passe là, les premières victimes sont les populations. Comment faire en sorte que ces populations puissent mieux vivre, puissent penser même au développement de leur pays? Quand vous regardez un peu, puisque la question sera évoquée tout à l'heure, le G5 Sahel, mais ce qu'on a mis en avant, c'est le développement et la sécurité. Donc, sachant très bien que tout ça là va de pair. Et je crois que c'est ce que le colonel Damiba doit faire aujourd'hui. Il doit poser ces questions-là de développement et de sécurité sur la table pour qu'on puisse mieux le suivre. Pour qu'on puisse mieux le suivre. Oui, c'est un mot. Parce que ce que je dis, il ne faut pas confondre les djihadistes et les rebelles. Hein. Ici, ce n'est pas les rebelles. Hein. On ne négocie pas avec les djihadistes. Ah oui, ça il faut que nous soyons clairs là-dessus. Les djihadistes, quand on parle de... Non, ici, on parle les rebelles, on peut mener des discussions ou enfin, on peut discuter avec les rebelles. Mais ici, les djihadistes, vous savez qu'ils ne sont pas identifiables. On ne les connaît pas. Ils sont dissimulés dans le peuple. Tu connais la rébellion, la rébellion au Burkina Faso? Oui, la rébellion, les gens les connaissent. Oui, c'est qui? Non. C'est quel groupe? On ne peut pas les identifier en termes de groupe, mais on sait qui est rebelle. Les rebelles, c'est comme en Centrafrique, je crois, au Tchad. C'est comme au Tchad, on connaît les groupes rebelles. Au Burkina Faso, il n'y a pas de rébellion. Oui, mais il y a des groupes djihadistes. C'est ce que j'essaie de dire. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce que vous appelez les djihadistes là, enfin, ce que vous pensez qu'on peut discuter avec là, c'est des gens qui ne sont pas identifiables. On ne les connaît pas. C'est-à-dire que c'est une guerre asymétrique. Et c'est difficile, peut-être que ces personnes-là viennent poser des conditions sur une table de négociation. Ici, Damiba, en posant le problème de discuter, c'est avec peut-être l'ensemble des acteurs, enfin l'ensemble de la population, c'est pour pouvoir récupérer les jeunes qui sont dissimulés dans ces groupes-là. Mais ne pas identifier les groupes-là comme ça avec qui ils vont rester sur une table de négociation pour dire ceci. Du moment où... C'est aussi possible parce que vous dites qu'il n'y a pas de groupe. Vous savez que ce débat était... Les gens souvent
ils se réclament de tel ou tel Ah groupe oui, djihadiste. vous savez qu'entre-temps, même ce débat était posé et où il fallait peut-être dire négocier avec les djihadistes. Parce que négocier avec les djihadistes, les gens ont niet, puisque ici, les djihadistes, c'est des gens, je ne sais pas comment il faut formuler le truc, mais c'est des gens qui sont dans la nature. C'est-à-dire quand on parle d'un djihadiste, c'est quelqu'un, il peut être dans le groupe, vous ne pouvez pas l'identifier, ainsi il peut faire du mal, il peut disparaître. Donc, c'est des gens qui Mais sont ils sont activement... organisés. Après, oui, ils je sont ne refuse organisés. pas, c'est Ils foyer. revendiquent l'attaque là quelque oui. part. Ah, mais est-ce que cette revendication en demandant rançon parfois ils demandent rançon. Oui. Ils avaient pris entre-temps, Oui. je crois, un Français, Oui. il avait enlevé un Français, demandait rançon et tout ça là. Est-ce que, c'est ce que nous sommes en train de dire, est-ce que le gouvernement peut discuter comme ça avec ces djihadistes? Mais puisque difficile. c'est des groupes organisés. Oui, mais c'est des non gens- identifiés. Mais, Non identifiés. mais justement, si on les identifie, on va Vous, vous ouais, pensez on va les qu'aujourd'hui, si on le connaissait, depuis les foyers de djihadistes, on allait les neutraliser? Mais attends. Mais c'est puisque- difficile. Puisque au Mali, ce qui se passe par exemple, il y a un comité national qui met ensemble les djihadistes, les terroristes et les rebelles ensemble pour oui, discuter. oui. Mais c'est qu'ils ont des représentants. Dans tous les cas, Là, va on met continuer les à parler. rebelles c'est-à-dire à la première enseigne. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des djihadistes dans ce cas-là. C'est-à-dire les rebelles, moi je dis souvent, au Burkina, c'est vrai que nous n'avons pas les rebelles comme ça, mais tout ce que nous vivons avec les djihadistes, c'est ce que jusqu'à le colonel Damiba est en train de dire. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont peut-être, c'est des déserteurs parfois, qui ont été récupérés par d'autres groupes et qui font du mal. Pour d'autres fins que personne ne connaît. Donc maintenant, si ces personnes... Souvent, ce sont les jeunes qui sont récupérés. Oui, c'est des jeunes qui sont récupérés. Il y a pas eu de- Quand on dit qu'on va discuter avec des gens, c'est que ces gens-là sont organisés. On ne peut pas discuter avec n'importe qui. Ici, il n'a On ne pas peut dit, pas il va discuter avec les djihadistes. Hein. Il ne l'a pas dit. Mais il dit avec les groupes armés. Voilà, les groupes armés, ce ne sont pas les djihadistes. Mais les groupes armés, quels sont ceux-là qui font Dans- mal au dans- Burkina? Dans tous les cas, on va Mais toujours c'est- parler du c'est- djihadisme, c'est- du terrorisme et autres dans l'intervention du président nigérien Bazoum qui a été reçu par nos confrères de TV5 Monde. C'était samedi. Il a abordé de nombreux sujets intérieurs comme la démographie. Il a parlé également de l'éducation, de la pauvreté, mais il s'est aussi longuement exprimé sur les questions internationales et la situation sécuritaire du Sahel, notamment sur la force G5 Sahel qui a du plomb dans l'aile, selon le président nigérien Bazoum Eric Johnson. Comment comprendre cette sortie du président du Niger? Oui, en parlant du G5 Sahel. Bien sûr. Ah ben oui, le Niger est partie prenante du G5 Sahel et donc le président Bazoum connaît très bien les difficultés que cette organisation a à fonctionner. Quelles Et sont ces difficultés? il ne faut pas le Certaines. nier, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Et ce G5 Sahel manque énormément de moyens parce que en réalité, il est dit que c'est 423 millions d'euros qu'il faut pour véritablement asseoir ce G5 Sahel-là pour atteindre ses objectifs. Je crois que le président Bazoum, il est pragmatique et il sait où il y a les difficultés. D'abord, quand nous quittons le côté financier, il y a l'opérationnalisation du G5 Sahel qui n'est pas encore effective jusqu'aujourd'hui. Et donc, au-delà, il faut le déploiement des forces et dans quelle zone, de quelle manière tout ça va fonctionner. Je crois que c'est des difficultés que le président Bazoum est en train de soulever. Alors, oui. Oui, non, moi, il y a une question, il y a une situation qui se passe là-bas qui, moi, à mon avis, n'est pas bien séant. Parce que quand, d'abord même, nous avons dit ici, ce plateau, que les forces qui doivent lutter efficacement contre les djihadistes, c'est ces cordons-là. C'est-à-dire que le G5 Sahel doit avoir une force qui puisse quand même se mettre ensemble pour lutter, puisque cette zone, c'est des zones sensibles. Et que aujourd'hui,
qu'on aille demander une force étrangère comme force Barkhane pour venir ainsi les lutter, au mieux les doter des moyens. Il a dit qu'ils ont besoin beaucoup de moyens pour lutter contre ces djihadistes. Aujourd'hui, la question n'est pas de relever les difficultés qu'éprouve. Tout le monde sait que le G5 Sahel a des difficultés en termes de logistique, voilà, de ressources. Mais il faut se mettre ensemble. C'est que quand vous mettez ensemble, nous avons dit qu'il faut une force locale, c'est-à-dire une force africaine locale pour, au cas où il y a ces genres d'attaques et tout, qu'on puisse quand même les mettre ensemble, comme on l'avait évoqué par rapport au cas de la CEDEAO. Nous n'avons pas une force de la CEDEAO comme ça pour qu'on puisse envoyer vers les pays en difficulté par rapport au djihadisme. Donc ici, il est question que le G5 Sahel puisse s'organiser en son sein pour avoir une force qui puisse quand même à un moment donné répondre aux besoins réels qu'éprouvent ces pays-là. Mais on est désolé de constater que chaque pays individuellement va demander des forces étrangères. Je veux parler de quand Barkhane a quitté à côté le Mali, est venu poser ses valises au Niger là-bas, alors que même cette zone-là, c'est une zone d'une insécurité incroyable et que même si la France même est au Niger aujourd'hui, je ne sais pas ce que cette force Barkhane peut donner véritablement dans ce pays-là. Mais j'aurais souhaité que l'Afrique ou le G5 Sahel même s'organise en termes de moyens pour mettre en place une force qui pourrait être locale. Et quels moyens apporter non, puisqu'il y a quand même, je pense bien que par rapport au G5 Sahel, il y a un président, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est le président du G5 Sahel, je crois que c'est le président, et c'est pas le président malien, non, je parle du malien, le président nigérien, non? Non, c'est pas. En fait, le commandement est assuré par un général nigérien. Oui, c'est le président nigérien. Voilà, c'est le commandement. Je dis qu'il faut restructurer la situation et puis mettre en place une force homogène, une force qui puisse lutter efficacement contre le terrorisme. Parce que ces pays-là se connaissent. C'est-à-dire que quand on parle du G5 Sahel, c'est le terreau fertile pour ces djihadistes-là. Et donc, moi, à mon avis, les moyens, les accords qui signent avec les forces étrangères pour venir les aider dans la lutte pourraient quand même aider à leur doter des moyens pour asseoir une force véritable pour lutter contre ces djihadistes. Ce que tu l'as dit est intéressant. Au lieu de mettre peut-être des moyens, je ne sais pas comment ça se fait. Oui, c'est des accords qui signent avec ces partenaires. Je ne sais pas à quelle force il fait allusion. Non, je parle des forces étrangères, je n'ai pas. Barkhane, à la force Barkhane. Non, vous savez, chaque opération a quand même son budget, a quand même sa mission. Et je ne crois pas que le G5 Sahel demande à d'autres forces étrangères de venir faire le travail à sa place. Parce que le G5 Sahel a été créé à la suite d'une conférence internationale entre les 5 pays et les autres pays qui interviennent dans le cadre de la force onusienne. Et donc, c'est à partir de ce moment que le G5 Sahel a été créé par les pays qui souffrent justement de ce terrorisme, de ce djihadisme dont on parle dans le Sahel. Il s'agit des 5 pays. Il s'agit des 5 pays que nous connaissons dans la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad. Et donc, c'est ces 5 pays-là qui constituent aujourd'hui le G5 Sahel. Mais il faut des moyens pour pouvoir faire travailler ce G5 Sahel. Imaginez-vous, on demande 435 millions d'euros pour l'opérationnalisation du G5 Sahel. Oui. Où est-ce qu'il faut trouver ces moyens-là? On a essayé de faire appel à l'ONU, de faire appel à l'Union européenne, etc. Mais on n'arrive pas à boucler ce budget-là parce que c'est un budget très lourd. Mais qu'on n'arrive pas à boucler pour pouvoir travailler sur le terrain. Quand on parle des forces extérieures pour pouvoir travailler sur le terrain, parce que aujourd'hui le terrorisme n'est pas seulement un problème africain. Ça va un peu partout. Parce que, vous savez, lorsque les djihadistes, les terroristes arrivent à prendre un pays, c'est que tout de suite, ils vont se développer
et ça va atteindre tout le monde. Et voilà, donc tout le monde veut protéger ses intérêts. Il ne faut pas l'oublier. Ceux qui viennent au Sahel, hein, ce n'est pas seulement pour aider ou apporter leur appui au pays, mais ils ont... La France, l'Union européenne... Tout le monde a des intérêts. Attaques, oui. Tout le monde a des intérêts. Et donc, je pense que finalement, ce que l'on doit faire, c'est de trouver, doter de moyens ce G5 Sahel pour qu'il puisse véritablement travailler. Parce que aujourd'hui, vous savez, on a compris la situation. On sait que les djihadistes, c'est vrai, c'est des groupes organisés qui ont trouvé leur source en Libye et qui se déploient dans le Sahel. Maintenant, quand vous regardez bien leur mode de fonctionnement, c'est quand ils arrivent sur un territoire, ils arrivent à coopter les jeunes. Les jeunes, pourquoi? Avec des promesses, parce que ces jeunes-là souffrent. Ils sont dans une précarité très forte et on veut juste leur dire, nous allons vous aider. Et donc, le G5 Sahel a pour mission d'aider. Ils ont parlé de développement et de sécurité. Donc, ils savent que désormais, quand vous ne parlez pas de développement pour aider ces jeunes-là à sortir de leur précarité, vous ne pouvez pas gagner la guerre sécuritaire sur le terrain. La petite pause, elle s'impose et on se retrouve après.